Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre petite histoire de G.K. Chesterton avec le fameux Père Brown. L'histoire s'intitule Les pas étranges. Si vous rencontrez un jour un membre du club des 12 vrais pêcheurs entrant au Vernon Hotel pour assister au dîner annuel de cette assemblée sélecte, vous remarquerez lorsqu'il enlèvera son pardessus qu'il porte un habit vert, à supposer que vous ayez la stupéfiante audace d'adresser la parole à ce demi-dieu, et que vous lui demandiez pourquoi il a adopté cette couleur. Il vous répondra probablement que c'est afin de ne pas être pris pour un garçon de café. Vous vous retirerez confus, mais vous passerez à côté d'un mystère digne d'être éclairci et d'une histoire digne d'être contée. Si, pour ne pas quitter cette veine d'invraisemblables conjectures, vous deviez rencontrer un jour un doux petit prêtre, plein de zèle, répondant au nom de Père Brown, et si vous lui demandiez ce qu'il considère comme le plus heureux hasard de sa vie, il vous répondrait sans doute que la chance ne lui fut jamais aussi propice qu'un certain jour au Vernon Hotel, où il put prévenir un crime et sauver une âme rien qu'en guettant un bruit de pas dans un corridor. Peut-être s'enorgueillira-t-il quelque peu de la merveilleuse et invraisemblable divination dont il fit preuve à cette occasion. Et peut-être vous en donnera-t-il l'explication. Mais comme il est peu probable que vous vous éleviez jamais assez haut dans l'échelle sociale pour découvrir le club des 12 vrais pêcheurs, ou que vous descendiez assez bas parmi les ruelles peuplées de criminels pour rencontrer le père Brown, il est à craindre que vous n'entendiez jamais conter cette histoire, à moins que vous ne me permettiez de le faire à présent. L'hôtel Vernon, où les 12 vrais pêcheurs célébraient leur dîner annuel, était une de ces institutions qui ne peuvent exister que dans une société oligarchique affolée d'élégance. Elle en était même un curieux produit, une sorte d'entreprise fermée, autrement dit. Une entreprise devenue fructueuse, non pas en attirant le public, mais en l'écartant. Au sein d'une plutocratie, les commerçants sont assez malins pour se montrer plus délicats que leurs consommateurs eux-mêmes. Ils s'ingénient à créer des difficultés que leur clientèle riche et blasée ne peut supporter qu'à force d'argent et de diplomatie. S'il y avait à Londres un hôtel fashionable dont l'entrée fût interdite aux personnes de moins de 6 pieds, la bonne société organiserait docilement des dîners auxquels seraient conviés des hôtes de 6 pieds. S'il existait un restaurant chic qui, par pur caprice de son propriétaire, n'ouvrit que le jeudi après-midi, il ne désemplirait pas le jeudi après-midi. L'hôtel Vernon occupait ainsi, comme par accident, le coin d'un square de Belgravia. Il était petit et incommode, mais cette incommodité même était considérée comme une digne protectrice pour une certaine classe de clients. Un de ces inconvénients avait dans leur esprit une importance vitale. Il était impossible à plus de 24 personnes d'y dîner ensemble. La seule grande table dont il disposait était placée sur sa célèbre terrasse, abritée par une véranda, et dominait l'un des vieux jardins les plus délicieux de la ville. On ne pouvait donc en profiter que par beau temps, et cette nouvelle restriction ajoutait encore à l'attrait de ces dîners. Le propriétaire actuel était un juif du nom de Lévert, et son hôtel lui avait rapporté près d'1 million de livres, grâce aux obstacles dont il en avait encombré l'accès. Tout en limitant le plus possible l'étendue de son activité, il s'efforçait naturellement de l'exercer avec la plus minutieuse perfection. Les vins et la cuisine pouvaient rivaliser avec ceux des meilleurs établissements d'Europe, et la tenue du personnel répondait exactement aux désirs de l'aristocratie anglaise. Le propriétaire connaissait intimement tous ces garçons. Il n'y en avait d'ailleurs que 15, en tout et pour tout. Il était beaucoup plus facile de devenir membre du Parlement que d'être élu domestique de cet hôtel. Chacun d'eux était tenu d'observer ce silence redoutable et cette souplesse d'allure qui appartiennent en propre aux valets privés. Et de ce fait, il y avait généralement au moins un garçon attaché au service de chaque convive. Le club des 12 vrais pêcheurs n'eût jamais consenti à dîner ailleurs, car ses membres aimaient cette luxueuse intimité. Ils eussent par ailleurs été bouleversés à la seule pensée qu'un autre club mangeât dans le même établissement. À l'occasion de leur dîner annuel, les pêcheurs avaient pris l'habitude d'étaler tous leurs trésors, comme s'ils s'étaient trouvés dans une maison particulière, et tout simplement,
leur célèbre service de couteau et de fourchette à poisson, qui constituaient en quelque sorte les insignes de la société. Cette pièce de ce service représentait un poisson délicatement ciselé et portait enchâssée dans le manche une grosse perle fine. On l'exhibait chaque fois que l'on servait le poisson, et ce plat était toujours le plus mirifique de ce mirifique festin. L'association avait un grand nombre de rites et de coutumes, mais elle ne possédait aucune tradition, aucun but, ce qui rehaussait encore son caractère aristocratique. Il n'était pas nécessaire d'être quoi que ce soit pour devenir l'un des 12 pêcheurs, à moins que vous ne vous fussiez déjà élevé à un certain rang. Vous n'entendrez même jamais parler d'eux. Le club avait 12 ans d'existence. Son président était M. Audley, son vice-président, le duc de Chester. Si j'ai le moins du monde réussi à traduire l'atmosphère qui régnait dans cet hôtel, le lecteur peut naturellement s'étonner que j'ai jamais eu vent de son existence et se demander comment une personne aussi vulgaire que mon ami le père Brown ait eu quelque chose à faire dans cette galère dorée. À cette dernière question, ma réponse sera simple et banale. Il y a dans ce monde un très vieil émeutier et un antique démagogue qui s'insinue dans les retraites les plus raffinées pour y porter cette terrible nouvelle que tous les hommes sont frères. Et partout où ce niveleur passe sur son cheval blanc, le père Brown, en vertu de son métier, passe à sa suite. L'un des garçons, un Italien, avait été terrassé par la paralysie un certain après-midi, et son patron, tout en s'étonnant un peu de la survivance de telles superstitions, lui avait permis d'envoyer chercher un prêtre papiste. Nous ne pouvons dire quelle fut la confession du garçon, pour l'excellente raison que le père Brown la garda pour lui, mais elle l'induisit apparemment à rédiger soit une note, soit une déclaration qui devait être transmise à quelqu'un ou réparer certains torts. Avec une humble impudence, qui lui aussi bien manifestée dans le palais de Buckingham, le prêtre pria qu'on lui fournisse une chambre et ce qu'il faut pour écrire. M. Lever se trouva dans une cruelle alternative. C'était un brave homme qui pratiquait à un haut degré cette mauvaise imitation de la bonté qu'est l'aversion pour les scènes et les difficultés en tout genre. D'un autre côté, la présence de cet intrus dans son hôtel ce soir-là lui faisait l'effet d'une tache de poussière sur un objet qu'on vient de nettoyer. Le Vernon Hotel ne possédait pas d'antichambre, aucun client ne survenant jamais à l'improviste. Il y avait 15 domestiques dans l'établissement, et il y avait 12 hôtes au dîner. La présence d'un nouvel hôte ce soir-là serait aussi renversante pour eux que celle d'un nouveau frère, qui se serait invité à déjeuner ou à prendre le thé au sein de leur propre famille. De plus, le prêtre ne payait pas de mine, et ses vêtements étaient crottés. Un seul coup d'œil jeté au loin, sur lui par l'un des membres du club, pourrait engendrer une crise. Ne pouvant chasser ce mouton noir, M. Lever trouva un moyen de le cacher. Quand on pénètre dans le Vernon Hotel, ce qui ne vous arrivera d'ailleurs pas, on passe par un court corridor décoré de quelques tableaux obscurs mais célèbres, pour aboutir au vestibule principal, ou hall, ouvrant à droite sur un couloir par lequel on accède au salon, et à gauche sur un couloir semblable, menant à la cuisine et au bureau. Immédiatement à gauche se trouve le coin d'un bureau vitré, confinant au hall. Une maison dans la maison, si je puis dire ainsi. Comme le vieux bar d'hôtel qui occupait sans doute jadis cet emplacement. C'est dans ce bureau qu'était censé se tenir le représentant du propriétaire, car il était d'usage, dans cet hôtel, de se faire présenter en tant que possible. Au-delà, dans la direction des communs, il y avait le vestiaire des messieurs, marquant la dernière limite de leur domaine. Mais entre le bureau et le vestiaire se trouvait un étroit cabinet, sans autre issue que ces 2 pièces voisines. Le propriétaire l'utilisait parfois pour y régler certaines affaires délicates et importantes, pour prêter 1000 livres à un duc ou refuser de lui prêter 6 pence. Dans un mouvement de superbe générosité, M. Lever permit à un vulgaire prêtre de profaner ce sanctuaire, durant près d'une demi-heure, pour y griffonner ce qu'il souhaitait sur un bout de papier. L'histoire que le père Brown écrivit était sans doute beaucoup plus intéressante que celle-ci, mais elle restera à jamais inconnue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était à peu près aussi longue, et que ces 2 ou 3 derniers paragraphes étaient moins captivants, moins absorbants que le reste. Au moment où il commençait à les écrire, le prêtre se laissa distraire
et ses sens, particulièrement aiguisés, se réveillèrent. La tombée du jour et l'heure du dîner approchaient. Le petit cabinet oublié n'était pas éclairé, et comme il arrive souvent, le crépuscule envahissant contribuait à affiner l'ouïe du père Brown. En rédigeant la dernière partie de son document, il s'aperçut que sa plume suivait le rythme d'un bruit régulier qui venait du dehors, comme la pensée obéit parfois au mouvement saccadé d'un train. Dès qu'il devint conscient de ce phénomène, il se rendit compte de son origine. Ce n'était qu'un bruit de pas devant la porte, chose bien naturelle dans un hôtel. Il n'en fixa pas moins le plafond, de plus en plus obscur, et écouta, vaguement d'abord, puis attentivement, la tête légèrement inclinée. Il se rassit enfin, le front dans les mains. Il ne se contentait plus d'écouter, il pensait. À aucun moment, le bruit de ses pas ne différait de ceux qu'on entend d'ordinaire dans un hôtel. Et pourtant, considéré dans son ensemble, il présentait un caractère particulièrement étrange. Il n'y avait aucun autre bruit. La maison était comme à son habitude, très silencieuse, car les quelques habitués se rendaient directement à leurs appartements, et les domestiques bien stylés avaient l'ordre de rester invisibles lorsqu'on ne réclamait pas leur présence. Il était impossible de concevoir un endroit où il y eût moins de raisons de suspecter quoi que ce soit d'irrégulier. Mais ces pas étaient si étranges qu'il était difficile de juger s'ils appartenaient à l'ordre normal des choses. Du bout des doigts, le père Brown suivit leur rythme sur le rebord de la table, comme quelqu'un qui essaierait de reproduire une mélodie au piano. D'abord venant une série précipitée, de petits pas rapides tels ceux d'un léger marcheur engagé dans une course au pas, puis ils s'arrêtèrent net pour faire place à une marche lente et cadencée qui occupait le même intervalle de temps, mais comptait 4 fois moins de pas. À l'instant même où le bruit de la dernière enjambée s'éteignit dans le corridor, les pieds rapides et légers reprenaient leur course, pour faire bientôt place au choc sourd causé par les grands pas. Ces 2 bruits de pas provenaient certainement d'une même paire de bottes. D'abord parce que, comme nous l'avons vu, il n'y avait pas d'autres bottes dans le couloir. Ensuite, parce qu'elles produisaient le même léger craquement. Le père Brown avait l'esprit trop actif pour ne pas chercher la solution à une telle énigme. Mais cette fois son cerveau faillit éclater. Il avait vu des gens courir pour mieux sauter. Il en avait vu d'autres courir pour mieux glisser. Mais dans quel but pourrait-on courir pour marcher? Ou bien encore, dans quel but marcherait-on pour courir? Et comment décrire autrement les entrechats auxquels se livrait cette paire de jambes invisibles? Ou bien, leur possesseur marchait très rapidement dans une partie du corridor pour marcher très lentement dans l'autre. Ou bien il marchait très lentement à une extrémité pour avoir l'ivresse de marcher vite à l'autre. Aucune de ces suppositions ne semblait tenir debout, et le cerveau du prêtre s'emplissait des mêmes ténèbres que la pièce dans laquelle il se trouvait. Pourtant, au fur et à mesure qu'il réfléchissait, l'obscurité même de sa cellule semblait raviver ses idées. Il se représenta dans une sorte de vision, les pieds fantastiques gambadant le long du corridor, dans des attitudes monstrueuses ou symboliques. Était-ce une danse religieuse païenne ou une nouvelle espèce d'exercice scientifique? Le père Brown tenta de définir avec plus d'exactitude les images que ses pas lui suggéraient, à commencer par les plus lents. Ce n'étaient certainement pas ceux du propriétaire. Des gens comme lui marchent rapidement, en se dandinant, ou bien ils se tiennent assis. Ce ne pouvait être un domestique ou un messager attendant une réponse. Dans une oligarchie comme la nôtre, les pauvres gens se promènent parfois de long en large lorsqu'ils sont sous l'influence de la boisson, mais ils se tiennent ordinairement immobiles, debout ou assis, surtout dans un milieu huppé comme celui-ci. Non, ce pas lourd et pourtant élastique, où un air d'importance s'alliait à une certaine désinvolture, ce pas qui, sans faire grand bruit, ne se souciait pas du bruit qu'il pouvait faire, n'appartenait qu'à un seul animal du monde, à un gentleman de l'Europe occidentale, n'ayant sans doute jamais travaillé pour vivre. Au moment où cette certitude s'imposa à l'esprit du prêtre, les pas se changèrent en course rapide et passèrent devant la porte du bureau vitré. Vif comme le trot d'un rat. Le père Brown remarqua que, malgré sa plus grande vitesse, ce pas causait beaucoup moins de bruit, comme si l'on avait marché sur la pointe des pieds. Ce bruit n'évoquait pourtant pas chez lui l'idée du mystère, mais quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait se rappeler. Il était tourmenté par un de ces demi-souvenirs qui semblent nous priver d'une partie
de nos facultés. Il avait certainement déjà entendu quelque part cette marche rapide. Mu par une soudaine inspiration, il se leva et se dirigea vers la porte. La pièce ne présentait pas d'issue, s'ouvrant directement sur le corridor, mais donnait d'un côté sur le bureau vitré et de l'autre sur le vestiaire. Il tenta d'ouvrir la porte du bureau, mais elle était fermée. Puis il tourna les yeux vers la fenêtre, devant laquelle passaient des nuages violets, troués par un livide coucher de soleil. Et le temps d'un instant, il flaira un crime comme un chien flaire un rat. Sa raison. Était-ce ce qu'il possédait de plus sage? Prit enfin le dessus. Il se souvint que le propriétaire l'avait averti qu'il fermât la porte et viendrait plus tard le délivrer. Il se dit que le bruit bizarre qui l'inquiétait pouvait avoir 20 explications différentes, auxquelles il n'avait pas songé. Il se rappela enfin qu'il lui restait juste assez de lumière pour finir sa tâche, et en se rapprochant de la fenêtre, afin de profiter des dernières lueurs de cette soirée orageuse, il se replongea résolument dans son travail. Il écrivait depuis près de 20 minutes, se penchant toujours davantage sur son papier, dans la pénombre envahissante, lorsqu'il se redressa brusquement. Les pas étranges se faisaient de nouveau entendre. Cette fois, il présentait un troisième caractère plus curieux encore que les deux autres. Auparavant, l'inconnu avait marché légèrement ou vivement, il est vrai, mais il n'en avait pas moins marché. Cette fois, il courait. On pouvait entendre les pas rapides et souples bondir dans le corridor, à la façon d'une panthère poursuivie. Celui qui accourait était un homme exceptionnellement vigoureux et agile, mu par une violente émotion. Pourtant, dès que le bruit eut dépassé le bureau, il se mua de nouveau en la même démarche crâne et lente. Cette fois, le père Brown laissa tomber son papier, et la porte du bureau, étant fermée, passa directement dans le vestiaire. Le gardien était absent, sans doute parce que les rares hôtes étaient en train de dîner et que son emploi était devenu une sinécure. Après avoir cherché à tâtons son chemin à travers une forêt de par-dessus, le prêtre s'aperçut que le vestiaire était séparé du corridor éclairé par un de ces comptoirs par-dessus lesquels nous avons tous passé nos parapluies en échange d'un numéro. Il y avait une lampe au-dessus de l'arcade semi-circulaire de ce comptoir, mais elle éclairait à peine le père Brown, dont la silhouette noire se découpait sur la fenêtre derrière lui, tandis que s'éteignaient les derniers reflets du soleil couchant. Par contre, elle projetait une vive lumière sur le personnage arrêté devant le vestiaire dans le corridor. C'était un homme élégant vêtu d'un habit très simple, de haute taille, mais sans avoir pour autant l'air imposant. On sentait qu'il aurait pu glisser comme une ombre, là où beaucoup d'hommes plus petits auraient immédiatement été remarqués. Son visage hâlé, éclairé par la lampe, avait une grande vivacité d'expression. C'était le visage d'un étranger. Sa taille était bien prise, et son allure respirait la confiance et la bonne humeur. Tout ce qu'un critique eût pu trouver à redire à son apparence, c'est que son habit n'était pas du tout à la hauteur de sa prestance, ni de son maintien, et se gonflait même aux poches d'une manière curieuse. Dès qu'il aperçut la sombre silhouette de Brown devant la fenêtre, il jeta sur le comptoir un billet portant un numéro, et dit sur un ton d'aimable autorité: « Mon chapeau et mon manteau, s'il vous plaît, je suis forcé de partir à l'instant. » Le père Brown prit le billet sans rien dire, et alla docilement chercher le manteau qu'on lui demandait. Ce n'était pas la première fois qu'il accomplissait un travail manuel. Il l'apporta et le déposa sur le comptoir, tandis que l'étranger, qui avait tâté la poche de son gilet, disait en riant: « Je n'ai pas de monnaie, vous pouvez garder ceci. » Il jeta une pièce d'or sur le comptoir et saisit son manteau. Le père Brown était resté jusque-là dans l'ombre et silencieux. Mais à ce moment il perdit la tête. Sa tête n'était jamais aussi précieuse que lorsqu'il la perdait. Il savait en ces instants que 2 et 2 peuvent faire 4 millions. L'Église catholique, qui est attachée au sens commun, n'approuvait pas toujours ces incartades. Il ne les approuvait pas toujours lui-même, mais c'étaient de véritables inspirations survenant dans certaines crises décisives, où ceux qui perdent la tête la sauvent. « Je crois, monsieur, dit-il poliment, que vous avez de l'argent dans votre poche. » Le gentleman parut surpris. « Que diable, dit-il, si je préfère vous donner de l'or, de quoi vous plaignez-vous? L'argent est parfois plus précieux que de l'or, repartit le prêtre doucement, surtout en grande quantité. » L'étranger le toisa d'un air inquisiteur. Il jeta ensuite un regard sur le corridor et sur l'entrée de l'hôtel, pour reporter enfin ses yeux sur la fenêtre derrière Brown, éclairée par les dernières lueurs du soleil.
Sa décision semblait prise. Il mit une main sur le comptoir, sauta par-dessus avec l'agilité d'un acrobate, et, dominant le prêtre que, d'une poignée inflexible, il avait saisi au collet. « Pas un mot, murmura-t-il. Je préfère ne pas vous menacer, mais... » « Et moi je veux vous menacer, cria le père Brown, et sa voix résonnait comme un tambour. Je veux vous menacer du ver qui ne meurt pas, et du feu qu'on ne peut éteindre. Vous êtes un singulier gardien de vestiaire, dit l'autre. Je suis un prêtre, monsieur Flambeau, dit Brown, et je suis prêt à vous entendre en confession. L'homme resta un instant bouche bée, puis se laissa tomber sur une chaise. Le succès des 2 premiers services du dîner des 12 vrais pêcheurs n'avait été troublé par aucun incident. Je ne possède pas d'exemplaire du menu, et si j'en possédais un, nos lecteurs ne pourraient le comprendre. Il était rédigé dans cette espèce de surfrançais employé par les cuisiniers, mais totalement inintelligible pour une oreille française. Suivant la tradition du club, les hors-d'œuvre devaient être nombreux et variés, au-delà de toutes les limites du bon sens. On les prenait au sérieux parce qu'ils constituaient, aux yeux de tous, d'inutiles extras, comme tout le dîner d'ailleurs et tout le club. Suivant une autre tradition, le potage devait être léger et sans prétention, comme une veillée simple et austère, avant la débauche de poisson qui devait suivre. La conversation était insignifiante. C'était ce bizarre bavardage qui régit les destinées de l'Empire britannique, qui les régit en secret, et qui pourtant ne pourrait rien apprendre de neuf à un citoyen britannique ordinaire s'il pouvait les surprendre. On y désignait les ministres de 2 bords par leurs prénoms, avec une sorte de bienveillance blasée. Le chancelier de l'Échiquier, un radical que tout le parti conservateur était censé maudire pour ses exactions, était vanté pour ses poésies et pour la forme de sa selle de chasse. Le leader conservateur, dont tous les libéraux étaient censés haïr la tyrannie, était jaugé et, dans l'ensemble, prisé pour son libéralisme. Les politiciens semblaient, dans cette conversation, occuper une place très importante. Et pourtant, tout semblait important chez eux, sauf leur politique. M. Audley, le président, un aimable vieillard portant encore des cols de Gladstone, était le symbole de cette société fantasque. Quoique bien établi, il n'avait jamais rien fait, pas même quelque chose de mal. Il n'était pas brillant, il n'était même pas très riche, il était simplement dans le mouvement. Aucun parti ne pouvait se permettre de l'ignorer, et s'il l'avait voulu, il aurait pu devenir ministre. Le vice-président, le duc de Chester, était un jeune politicien de grand avenir, c'est-à-dire que c'était un jeune homme d'aspect agréable avec des cheveux clairs aplatis sur le crâne, un visage grêlé, une intelligence médiocre et d'énormes propriétés. Chacune de ses apparitions publiques était couronnée de succès. Sa méthode était d'ailleurs des plus simples. S'il avait une plaisanterie toute prête, il ne manquait pas de la dire, et était considéré comme brillant. S'il n'en avait pas, il disait que ce n'était pas le moment de plaisanter, et était considéré comme profond. Dans l'intimité, dans un club de son monde, il était tout à fait jovial, franc et un peu sot, comme un écolier. M. Audley, n'ayant jamais fait de politique, l'a traité un peu plus sérieusement. Il provoquait même parfois une certaine gêne dans le club, en suggérant qu'il pouvait y avoir quelques différences entre un libéral et un conservateur. Il était lui-même conservateur, même dans la vie privée. Il laissait retomber un rouleau de cheveux gris sur le col de son habit, comme certains hommes d'État vêtus à l'ancienne mode. Vu de dos, il semblait être le grand homme que l'Empire réclame. Vu de face, il avait l'aspect d'un doux célibataire un peu égoïste, avec un appartement à l'hôtel Albany. Et c'est ce qu'il était. Comme je l'ai déjà noté, il y avait place pour 24 personnes sur la terrasse, et le club n'en comptait que 12 membres. Ceux-ci pouvaient donc occuper la table en grand style, en ne s'asseyant que d'un seul côté, sans vis-à-vis, de manière à ne rien perdre de la vue du jardin, dont les couleurs étaient encore éclatantes, quoique la soirée fût exceptionnellement sombre pour l'époque de l'année. Le président s'assit en milieu de table, et le vice-président à l'extrémité de droite. Toujours suivant la tradition, et pour quelque mystérieuse raison, à l'entrée des 12 hôtes, les 15 garçons s'étaient tous alignés contre le mur, comme des soldats présentant les armes au roi, tandis que le gros propriétaire saluait profondément le club avec une joyeuse surprise, comme s'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Mais avant que les couteaux et les fourchettes ne tintent dans les assiettes,
Cette armée de serviteurs s'était évanouie, ne laissant derrière elle un ou deux domestiques distribuant et ramassant vivement les assiettes, dans le plus mortel silence. Il va de soi que M. Lévert, le propriétaire, avait disparu depuis longtemps, dans une dernière convulsion de politesse. Il serait exagéré, presque sacrilège, de suggérer qu'il aurait pu apparaître encore. Mais lorsque le poisson, le plat le plus important, fut servi, on sentit, comment dirais-je, l'ombre de son ombre, la projection de sa personnalité, trahissant sa présence non loin de là. Le plat de poisson consistait, aux yeux du vulgaire, en une sorte de monstrueux pudding de la forme et des dimensions d'un gâteau de mariage, dans les entrailles duquel un nombre considérable d'intéressants poissons avaient perdu la forme que Dieu leur avait donnée. Les 12 vrais pêcheurs s'emparèrent de leur célèbre couvert et l'attaquèrent avec recueillement, comme si chaque bouchée du plat coûtait autant que les couteaux et fourchettes avec lesquels on l'a mangé, ce qui n'était d'ailleurs, pour autant que je sache, pas si loin de la vérité. Ce plat fut ce jour-là expédié dans un silence avide et dévorant, et ce n'est que lorsqu'il eut à peu près vidé son assiette que le jeune duc fit la remarque rituelle. « Il n'y a qu'ici qu'on peut faire cela. » « Nulle part ailleurs, enchaîna M. Audley de sa voix de basse, en se tournant vers l'orateur et en hochant plusieurs fois la tête d'un air entendu. Nulle part ailleurs, assurément. On me faisait remarquer qu'au café anglais, ici il fut interrompu et quelque peu troublé parce qu'on enlevait son assiette, mais il ne tarda pas à ressaisir le fil précieux de ses idées. On me faisait remarquer que ce même plat pouvait être préparé au café anglais. Rien de comparable, monsieur, dit-il en secouant énergiquement la tête, comme un juge condamnant un accusé à mort. Rien de comparable. Réputation surfaite, dit un certain colonel Pond, parlant, à en juger d'après sa physionomie, pour la première fois depuis des mois. Oh, je ne sais pas, dit le duc de Chester, qui était optimiste. On y fricote joliment bien certaines choses. Ainsi, un domestique entra rapidement dans la salle, puis s'arrêta net. Ce temps d'arrêt fut aussi silencieux que sa marche. Mais tous ces aimables et nébuleux gentlemen étaient si habitués à voir fonctionner sans le moindre accroc la machine qui entourait et animait leur vie, que le mouvement inattendu du domestique leur causa une surprise et une gêne. Ils ressentirent l'impression que nous aurions, si le monde inanimé nous désobéissait, si une chaise se sauvait devant nous. Le domestique resta figé pendant quelques instants, durant lesquels le visage de chacun des autres se voila d'une honte étrange, qui est exclusivement le produit de notre temps. C'est le fruit de la combinaison de l'humanitarisme moderne avec l'abîme horrible qui sépare aujourd'hui l'âme d'un riche de celle du pauvre. Un vrai aristocrate de vieille souche aurait jeté à la tête du garçon tout ce qui lui tombait sous la main, en commençant par des bouteilles vides et en finissant probablement par de l'argent. Un vrai démocrate lui aurait demandé, d'une voix claire et sur un ton de camaraderie, ce qui pouvait bien lui prendre. Mais ces plutocrates modernes ne pouvaient pas supporter la présence d'un pauvre homme à côté d'eux, en tant qu'esclave ou en tant qu'ami, du fait que quelque chose ne marchait pas dans le service. Ils ne tiraient qu'une confusion sourde et profonde. Ils ne voulaient pas se montrer brutaux, mais ils craignaient de se trouver obligés d'être bienveillants. Ils désiraient que la chose, quelle qu'elle fût, prît fin. Après être resté figé durant quelques secondes, dans une rigidité de cataleptique, le domestique fit demi-tour et sortit de la salle en courant comme un fou. Lorsqu'il réapparut dans l'embrasure de la porte, il était accompagné d'un autre domestique, auquel il parlait à voix basse, en gesticulant avec une animation toute méridionale. Alors le premier garçon se retira, laissant derrière lui le deuxième, et on ramena bientôt un troisième. Lorsqu'un quatrième garçon se fut joint à ce fiévreux synode, M. Audley crut nécessaire de rompre le silence dans l'intérêt du tact. Il toussa bruyamment, n'ayant pas à la main son marteau présidentiel, et il dit « Superbe effort que le jeune Mouchère accomplit en ce moment, en Birmanie. Aucune autre nation au monde n'aurait pu... » Un cinquième domestique s'était précipité vers lui comme une flèche et lui murmurait à l'oreille « Pardon, monsieur, c'est urgent. Le propriétaire pourrait-il vous parler ?» Le président se retourna bouleversé et vit avec stupeur s'approcher M. Levert. Le propriétaire avait conservé la même démarche, à la fois pesante et rapide.
mais son visage s'était profondément altéré. De brun bronzé, il était devenu jaune pâle. « Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, dit-il d'une voix d'asthmatique, mais j'ai de graves appréhensions. Vos assiettes ont été enlevées avec les couteaux et les fourchettes à poisson. »« Eh, je l'espère bien, répondit le président d'un air quasi enjoué. L'avez-vous vu? Souffla l'hôtelier anxieusement. Avez-vous vu le domestique qui les a enlevés? Le connaissez-vous? Si je connais ce domestique, répondit M. Audley avec indignation. Non, certainement. M. Levert ouvrit les mains en un geste de désespoir. Je ne l'ai jamais envoyé, dit-il. Je ne sais ni d'où ni comment il est venu. J'ai envoyé mon garçon enlever vos assiettes et lorsqu'il est arrivé, elle n'était déjà plus là. M. Audley était en proie à un trouble qui convenait mal à un homme que réclame l'Empire. Personne ne trouvait rien à dire à l'exception de l'homme de bois, le colonel Pond, qui fut comme électrisé. Il se leva avec raideur tandis que les autres restaient assis, se vissa le monocle dans l'orbite et dit, d'un ton rauque, à mi-voix, comme s'il avait en partie perdu l'usage de la parole. « Vous voulez dire que quelqu'un a volé notre service à poisson ?» Le propriétaire réitéra son geste avec une expression, si cela était possible, encore plus désespérée. Et à l'instant, tous les membres du club se levèrent de table. « Tous vos domestiques sont-ils ici ?» demanda le colonel de sa voix basse et rude. « Oui, ils sont tous ici. Je les remarquais, » s'exclama le jeune duc en s'avançant au centre du groupe. « Je les compte toujours quand j'entre. Ils sont si drôles alignés le long du mur. »« Mais vous ne pouvez pas vous en souvenir exactement, » dit M. Audley avec quelque hésitation. « Je m'en souviens parfaitement, vous dis-je, » cria le duc avec excitation. « Il n'y a jamais eu ici plus de 15 garçons. Et ils étaient là, tous les 15 ce soir. Je vous assure, 15, ni plus ni moins. » Le propriétaire se tourna vers lui, les traits paralysés par la surprise. « Vous dites, balbutia-t-il, que vous avez vu mes 15 domestiques ?» « Comme d'habitude, répondit le duc. « Qu'y a-t-il de surprenant à cela ?»« Rien, dit le vert d'une voix plus basse, sauf que c'est impossible, car l'un d'eux vient de mourir à l'étage. » Un silence embarrassé régna dans la salle. Peut-être, tant le nom seul de la mort est surnaturel, que chacun de ces oisifs contempla un instant son âme. Et la vie semblable à un petit bois sec. L'un d'eux, le duc, je pense, dit même avec l'idiote bonté du riche. « Pouvons-nous faire quelque chose pour lui ?»« J'ai fait appeler un prêtre, » dit le propriétaire, non sans quelque émotion. Alors, comme si la trompette du jugement leur avait sonné aux oreilles, les pêcheurs prirent conscience de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Pendant quelques fatales secondes, ils avaient eu l'impression que le 15e garçon aurait bien pu être l'esprit du mort. Cette idée déprimante les avait empêchés de parler, car la présence d'un revenant les gênait presque autant que celle d'un mendiant. Mais le souvenir des couverts d'argent rompit brusquement le charme, et la réaction fut brutale. Le colonel repoussa sa chaise et marcha vers la porte. « Si un 15e homme est entré ici, mes amis, dit-il, cet homme est un voleur. Emparons-nous d'abord de toutes les issues, devant et derrière. Nous parlerons après. Les 24 perles du club valent la peine qu'on les retrouve. » M. Audley hésita un instant, se demandant s'il était digne d'un gentleman de tant se presser pour quoi que ce soit. Mais voyant le duc se précipiter en bas des escaliers avec une énergie toute juvénile, il suivit le mouvement avec la lenteur de son âge. Au même moment, un 6e garçon entra dans la salle et annonça qu'il avait trouvé la pile d'assiettes sur un buffet sans trace découvert. La foule des hôtes et des domestiques, courant pêle-mêle dans les corridors, se divisa en 2 groupes. La plupart des pêcheurs suivirent le propriétaire vers la porte d'entrée pour s'assurer que personne n'était sorti. Le colonel Pond, avec le président et le vice-président, et 1 ou 2 autres, se jeta dans le corridor conduisant au commun, probable direction du fugitif. En passant devant la profonde alcôve formée par le vestiaire, ils virent une petite silhouette vêtue de noir, sans doute le gardien, qui se tenait dans l'ombre, à une certaine distance de l'entrée. « Et là !» cria le duc. « Avez-vous vu passer quelqu'un » Le petit homme ne répondit pas directement, mais déclara avec simplicité. « Peut-être pourrais-je vous rendre ce que vous cherchez, messieurs. » Ils s'arrêtèrent, hésitants et surpris, tandis que le petit bonhomme se dirigeait tranquillement vers le fond du vestiaire, et en revenait les 2 mains remplies d'objets d'argent,
qu'il déposa sur le comptoir avec le flegme d'un bijoutier. C'étaient 12 fourchettes et 12 couteaux d'une forme bizarre. Vous, commença le colonel, qui avait enfin perdu son calme. Il pénétra dans la petite pièce obscure et remarqua 2 choses. D'abord que le petit homme vêtu de noir portait l'habit d'un clergyman, et ensuite que la fenêtre de la pièce derrière lui avait été forcée, comme si quelqu'un était passé par là. Des objets de bien grande valeur pour les déposer dans un vestiaire, n'est-ce pas? Remarqua gaiement le clergyman. Avez-vous volé ces couverts? Balbutia M. Audley stupéfait. Si je l'ai fait, dit plaisamment l'ecclésiastique, je vous les rends maintenant. Mais vous ne l'avez pas fait, dit le colonel Pound, les yeux fixés sur la fenêtre brisée. Pour être franc, non, je ne l'ai pas fait, dit l'autre non sans humour, et il s'assit gravement sur un tabouret. Mais vous savez qui l'a fait, dit le colonel. Je ne connais pas son vrai nom, répondit le prêtre avec calme, mais je sais quelque chose de sa force, et une foule de choses concernant des difficultés spirituelles. J'ai pu juger de son état physique quand il a tenté de m'étrangler, et son état moral quand il s'est repenti. Oh, par exemple, repenti? S'exclama le jeune Chester, avec une sorte de croassement hilar. Le père Brown se leva, mettant les mains derrière le dos. Étrange, n'est-ce pas, dit-il, qu'un voleur et un vagabond se repentent, alors que tant d'autres qui sont riches et à l'abri du besoin restent endurcis et frivoles, sans rien produire pour l'amour de Dieu ou des hommes. Mais ici, si vous me permettez une observation, vous empiétez un peu sur mon domaine. Si vous doutez de cette pénitence, voilà vos couteaux et vos fourchettes. Vous êtes les 12 vrais pêcheurs, et voilà tous vos poissons d'argent. Moi, on m'a fait un pêcheur d'hommes. Avez-vous attrapé cet homme? Demanda le colonel en fronçant les sourcils. Le père Brown le regarda bien en face. Oui, dit-il, je l'ai attrapé à l'aide d'un hameçon mystérieux et d'une ligne invisible, assez longue pour le laisser filer jusqu'au bout du monde, et pour le ramener ensuite à moi d'un mouvement de poignet. Il y eut un long silence. Toutes les autres personnes présentes se dispersèrent pour rapporter les couverts à leurs camarades, ou pour discuter avec le propriétaire de cette curieuse aventure. Mais le colonel, le visage farouche, resta assis de biais sur le comptoir, balançant ses longues jambes maigres et mordillant sa moustache noire. Il dit enfin au prêtre d'un ton tranquille. Il a été malin, mais je crois connaître plus malin que lui. C'est un garçon intelligent, répondit Brown, mais je ne sais pas très bien de quel autre vous voulez parler. Je parle de vous, dit le colonel en riant. Je ne désire pas faire pincer le gaillard, rassurez-vous sur ce point. Mais je vous donnerai un bon nombre de fourchettes d'argent pour savoir exactement le rôle que vous avez joué dans l'affaire, et comment vous avez réussi à vous emparer de son butin. Je crois que vous êtes le plus rusé démon que je n'ai jamais vu. Le père Brown ne sembla nullement outragé par la franchise saturnienne du soldat. Je ne puis naturellement, dit-il en souriant, vous révéler l'identité de cet homme, ni vous conter son histoire. Mais il n'y a pas de raison pour que je ne vous expose pas les faits tels qu'ils se sont présentés à moi. Il sauta sur le comptoir avec une surprenante légèreté, s'assit à côté du colonel Pond, en balançant ses courtes jambes comme un petit garçon perché sur une barrière, et entama son histoire, avec autant d'aisance que s'il la contait à un vieil ami, devant une flambée de Noël. « Voyez-vous, colonel, dit-il, j'étais enfermé dans une petite pièce en train d'achever certaines écritures, lorsque j'entendis dans ce corridor une paire de pieds dansant une danse aussi bizarre que la danse des morts. D'abord de drôles de petits pas rapides, comme si l'on avait couru sur la pointe des pieds, ensuite de grandes enjambées nonchalantes et bruyantes, comme si un homme de haute taille s'était promené devant la porte en fumant son cigare. Mais j'aurais juré que c'était le même homme. Les 2 bruits se succédaient à intervalles réguliers, la course, puis la promenade, puis de nouveau la course. Je me demandais d'abord vaguement, puis anxieusement dans quel but ce personnage pouvait bien jouer ces 2 rôles. Je connaissais parfaitement l'une de ces démarches. C'était la vôtre, colonel. C'était l'allure d'un gentleman bien nourri, attendant quelque chose, et qui marche beaucoup plus parce qu'il se sent physiquement bien dispos que parce qu'il éprouve une inquiétude morale. J'avais le sentiment que je connaissais aussi l'autre démarche, mais je n'arrivais pas à me rappeler ce qu'elle me suggérait. Quel pouvait bien être l'animal rencontré au cours de mes pérégrinations, qui fuyait sur la pointe des pieds, de cette étrange manière.
J'entendis alors un bruit d'assiette, et la réponse m'apparut aussi évidente que l'église de Saint-Pierre. C'était la démarche d'un garçon de restaurant. Le corps en avant, les yeux baissés, les orteils effleurant le sol. Les basques de l'habit et de la serviette volant au vent de la course. Je réfléchis encore une minute, et le crime m'apparut aussi clairement que si j'avais été sur le point de le commettre moi-même. Le colonel Pound fixa curieusement le prêtre, mais les doux yeux gris de celui-ci restaient attachés au plafond, avec une expression à la fois soucieuse et distraite. Un crime, dit-il, est une œuvre d'art comme une autre. Ne sursautez pas, les crimes ne sont en aucun cas les seules œuvres d'art qui sortent de l'atelier infernal. Mais toute œuvre d'art, qu'elle soit divine ou diabolique, porte toujours une marque distinctive, à laquelle on ne peut manquer de la reconnaître. Son fondement est simple, si complexe que puisse être sa réalisation. Ainsi, dans Hamlet par exemple, le caractère grotesque du fossoyeur, les fleurs de la jeune fille folle, la parure fantasque d'Osric, la pâleur du fantôme et le ricanement du crâne sont autant d'objets étranges, tressés en une sorte de guirlande confuse autour de la simple et tragique figure d'un homme vêtu de noir. Eh bien, ceci aussi, dit Brown avec un sourire, en descendant lentement de son perchoir, ceci aussi n'est que de la simple tragédie d'un homme vêtu de noir. Oui, continua-t-il, remarquant l'étonnement du colonel. Toute cette histoire gravite autour d'un habit noir. Ici, comme dans Hamlet, nous rencontrons certaines excroissances rococo. Vous-même, par exemple, il y a le garçon mort qui était là, alors qu'il ne pouvait y être. Il y a la main invisible qui rafla les couverts de votre table, pour s'évanouir à l'instant. Mais tout beau crime repose en dernier ressort sur un simple fait, sur un fait qui n'a rien de mystérieux en lui-même. C'est en déguisant ce fait, et en détournant l'attention des spectateurs que le criminel nous trompe. Ce vol important et subtil, et qui, en toute autre circonstance, eût été des plus rémunérateurs, reposait sur ce simple fait que l'habit que porte un gentleman est le même que celui que porte un garçon de restaurant. Tout le reste n'est que jeu d'acteur, d'un acteur admirable. Pourtant, dit le colonel en se levant, je ne comprends pas encore parfaitement. Colonel, reprit le père Brown, je vous dis que cet archange d'impudence qui a volé vos couverts a arpenté 20 fois ce corridor, éclairé par toutes les lampes, vu par tous les yeux. Il ne s'est pas caché dans quelque coin obscur, où des yeux soupçonneux auraient deviné sa présence. Il n'a pas cessé un instant de marcher par les corridors éclairés, et partout où il passait, il avait l'air d'être à sa place. Ne me demandez pas comment il était. Vous l'avez vu vous-même 6 ou 7 fois, ce soir. Vous avez attendu l'heure du dîner avec les autres notables du club dans le salon là-bas, à l'extrémité du corridor devant la terrasse. Chaque fois qu'il arrivait parmi vous, il marchait dans le style fulgurant d'un garçon de café, tête basse, serviette au vent et pieds légers. Il passait sur la terrasse, effaçait un pli de la nappe, puis accourait de nouveau vers le bureau et les communs. Mais avant d'entrer dans le champ visuel de l'employé dans le bureau et des garçons, il avait pris l'apparence d'un homme totalement différent. Dans chaque détail de son allure, dans le moindre de ses gestes, il se promenait parmi les domestiques en affichant cette insolence distraite qu'ils ont tous observée chez leur maître. Il n'y avait pour eux rien de neuf à ce qu'un dandy, appartenant au club, arpentât toutes les parties de l'hôtel comme un ours en cage. Ils savent que rien ne caractérise les gens chics comme l'habitude qu'ils ont de se promener où bon leur semble. Lorsqu'il était superbement là d'arpenter ce dernier corridor, mon homme faisait volte-face et rebroussait chemin jusqu'au bureau, dans l'ombre de l'arcade. Il se transformait de nouveau comme par un goût de baguette magique et passait rapidement parmi les 12 pêcheurs, dans l'obséquieuse attitude du parfait garçon d'hôtel. Pourquoi ces gentlemen auraient-ils prêté attention à un vulgaire domestique? Pourquoi les domestiques auraient-ils suspecté un gentleman? 1 ou 2 fois, il a pourtant fait preuve du plus grand sang-froid. Entrant dans l'appartement privé du propriétaire, il a demandé impudemment un siphon pour apaiser sa soif, en disant qu'il le porterait bien lui-même. Et qui mieux est, il l'a fait. Il l'a porté vivement, dans toutes les règles de l'art, passant au milieu de vous comme un garçon chargé d'un message pressant. Cette comédie n'aurait pu naturellement se prolonger longtemps, mais il lui a suffi de la jouer jusqu'à la fin du service de poisson. Le moment le plus critique pour lui fut lorsque les domestiques s'alignèrent derrière la table, mais même alors, il a réussi à s'accoter au mur, juste au coin, de telle manière que les domestiques le prennent pour un gentleman, et le gentleman pour un domestique.
Le reste n'a plus été qu'un jeu. Si quelques garçons le rencontraient loin de la table, ils rencontraient un languide aristocrate. Il lui a suffi d'entrer dans la salle 2 minutes avant qu'on enlève les assiettes de poisson, de jouer son rôle de parfait domestique et de les enlever lui-même. Il a déposé les assiettes sur un buffet, fourré les couverts dans les poches intérieures de son habit, qui ont gonflé en conséquence, et couru comme un lièvre. Je l'ai entendu venir jusqu'au vestiaire. Là, pour la dernière fois, il a repris son rôle de plutocrate réclamé par ses affaires. Il n'avait qu'à donner son numéro au gardien et à sortir aussi élégamment qu'il était entré. Seulement, c'est moi qui ai joué le rôle du gardien de vestiaire. Que lui avez-vous fait demanda le colonel. Que vous a-t-il dit? Je vous prie de m'excuser, répondit le prêtre imperturbable. L'histoire s'arrête là. C'est là qu'elle commence, murmura Pond. Je crois comprendre maintenant ces trucs professionnels, mais je ne m'explique pas encore bien les vôtres. Je dois partir, dit le père Brown. Ils passèrent ensemble du corridor dans le hall d'entrée, où ils aperçurent le jeune duc de Chester, qui s'approcha d'eux joyeusement. Viens donc, Pond, cria-t-il Lord Allen. Je t'ai cherché partout. Le dîner bat de nouveau sans plein, et le vieil Audley va faire un speech en l'honneur du sauvetage des fourchettes. Vois-tu, nous avons dans l'idée d'inaugurer une nouvelle cérémonie pour commémorer l'événement. Que suggères-tu? Dit le colonel en lui jetant un regard d'approbation ironique. Je propose que désormais nous portions des habits verts. On ne sait jamais quelles méprises peuvent se produire lorsqu'on ressemble à un domestique. Oh, va donc, dit le jeune homme. Un gentleman ne ressemble jamais à un domestique. Ni un domestique à un gentleman, je suppose, répartit le colonel Pond avec le même sourire. Mon père, votre ami, doit être un fameux acteur pour avoir soutenu ce rôle. Le père Brown boutonna jusqu'au cou son paletot usé, car le vent s'était levé, et saisit son gros parapluie. Oui, dit-il, il doit être bien difficile d'être un gentleman, mais, vous l'avouerai-je, je pense quelquefois qu'il doit être encore plus difficile d'être un domestique. Et en leur souhaitant le bonsoir, il sortit de cet antre de plaisir. Les portes d'or se refermèrent derrière lui, tandis que, trottinant par les rues sombres et humides, il se mettait en quête d'un omnibus. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. L'atmosphère y est vraiment très spéciale. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.